bonjour à tout le monde. Voilà, merci pour la présentation de mon profil, Jean-Benoît. Je suis Karine Tunou, je suis professeure au département de management. Et la présentation aujourd'hui, en fait, se situe dans un contexte un peu plus large, donc une recherche plus large qu'on mène actuellement autour des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire durables. Donc, je profite pour introduire oui, pour introduire un peu aussi le projet Carotte AA sur lequel on travaille déjà depuis quelques années. Et ce projet spécifique, si empirique, qui étudie la chaîne d'approvisionnement du café au Brésil, c'est ça, ça se situe dans ce projet plus large-là. C'est sûr que sur la diapositive, on voit principalement moi et Luciana là, mais je tiens à souligner aussi le travail de Cyrine, qui est la coordonnatrice pour le projet d'ensemble Carotte AA et qui a beaucoup travaillé sur cet axe sur la chaîne d'approvisionnement là dans les pays du Sud. Donc, merci Cyrine et merci Luciana d'être avec nous à Montréal pour quelques semaines. Donc, je vais commencer, comme je disais, par l'introduction, présenter un peu le contexte de la recherche et ensuite je laisserai la parole à Luciana qui a vraiment travaillé là de bout en bout là sur les entrevues, l'étude du secteur spécifique du café au Brésil. Donc, elle va nous présenter rapidement l'objectif de cette recherche-là, la méthodologie qui a été suivie et les résultats préliminaires. Donc, je souligne ici que les résultats sont préliminaires parce que c'est ça, on est encore en train de dépouiller là les données qu'on a collectées. Donc, la discussion aussi sera ouverte à tout le monde et on est très ouvert très intéressé aussi à recevoir les commentaires, les pistes d'exploration, les questionnements aussi qui peuvent survenir là suite à la présentation de Luciana. Une petite parenthèse, je tiens quand même à souligner la présence de Marie-Ange qui est là, donc vous allez peut-être l'entendre babiller de temps en temps. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, je suis en congé de maternité, donc j'ai ma petite fille avec moi là dans la même pièce. Donc là, elle se fait entendre, je pense. Ouais. Donc, le projet actuellement, c'est donc comme je disais, le projet principal en fait qui réunit plusieurs chercheurs d'ailleurs du CIS s'intitule Carotte AA. Carotte AA pour des chaînes d'approvisionnement responsables et ouvertes pour la transformation et la traçabilité des écosystèmes agroalimentaires. Donc, l'idée de ce projet-là, c'était de réunir autour de la table plusieurs chercheurs multidisciplinaires autour de l'enjeu de durabilité des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire. Donc, l'objectif vraiment de ce projet-là, c'était d'accélérer la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, qu'on essaye de réfléchir là sur comment atteindre cet objectif-là, d'avoir des chaînes plus responsables, plus durables, lorsqu'on pense à tout ce qui est arrivé aussi pendant la pandémie et les ruptures là, de stock, les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. On peut passer à la diapositive suivante. Le projet a été structuré en plusieurs axes de recherche. L'axe qui nous interpelle aujourd'hui, c'est principalement l'axe 5 qui porte sur l'intégration de la dimension sud, justement, dans la réflexion sur les chaînes d'approvisionnement agroalimentaire. Il y a l'axe 1 aussi qui porte sur la cartographie des écosystèmes sur lequel travaillent Catherine et Aboubakri. Il y a Samira aussi, une collègue de Polytechnique qui travaille, elle, principalement sur les modèles de conception des réseaux, des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire. On a Luc Bress Luc Bress à l'Université Laval et Fabiano à Polytech qui travaillent, eux, sur les indicateurs de mesure de la responsabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Avec Malinda à l'UQAM, on travaille beaucoup sur la blockchain, donc comment cette technologie-là de blockchain peut nous aider à atteindre cet objectif de durabilité. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'il y a une présentation aussi qui s'en vient là de Maxime Mercier en février qui va porter là-dessus, principalement sur la blockchain et la durabilité des chaînes d'approvisionnement.
Et aujourd'hui, on va écouter Luciana là, sur l'axe 5 autour de l'étude empirique qu'on a fait dans le secteur du café au Brésil. On a également un dernier axe qui est porté par Luc à l'Université Laval, qui porte sur la législation et la régulation autour des chaînes d'approvisionnement agroalimentaire. Euh, Globalement, pour faire un peu le suivi là, de où est-ce qu'on est rendu dans cette recherche-là, il y a plusieurs, voilà, les groupes de recherche sont toujours en cours de travail et il y a plusieurs articles scientifiques qui sont en train d'être rédigés. On prévoit également diffuser les résultats à travers un ouvrage collectif. Donc, on a eu l'approbation là, des presses de l'Université du Québec. Donc, l'idée, c'est de résumer tout, pas de résumer nécessairement, mais de condenser tous nos résultats des différents actes de recherche au sein de cet ouvrage collectif-là, qui permettent aussi de démocratiser un peu cette recherche. Donc, l'idée, c'est que l'ouvrage ne cible pas nécessairement uniquement les académiciens, les universitaires, mais toute personne en fait qui s'intéresse aux chaînes d'approvisionnement et aux enjeux là, de durabilité, d'ouverture, de responsabilité dans ces chaînes d'approvisionnement. Je pense, Cyrine, tu peux me corriger, mais je pense que selon l'échéance en fait des presses de l'Université du Québec, il est prévu en fait que l'ouvrage soit déposé ça, les chapitres en fait soient déposés au courant de l'automne 2026 et pour une publication éventuelle au printemps-été 2027. Je pense que Oui, c'est ce qui avait été exactement ça. convenu. Oui. Super. Merci. Ensuite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors oui, donc comme je disais tout à l'heure, donc cette présentation-ci porte plus sur l'axe 5, donc qui vise à intégrer les perspectives du Sud dans les réflexions sur les chaînes d'approvisionnement durable. Pour cet axe-là, on a déjà deux principaux travaux qu'on a réalisés. Donc il y a une revue systématique de la littérature qui a été soumise à la revue Gigos. Donc on a eu des commentaires des réviseurs. Donc on est en train d'intégrer ces commentaires-là pour une deuxième version de l'article. Et il y a justement cet article empirique ici sur lequel on travaille avec Luciana. Euh, Diapositive suivante. Et donc, oui, je laisse la parole à Luciana pour approfondir là l'étude en question du secteur du café au Brésil. Merci. Merci beaucoup, Karen, pour ta présentation. Je profite de ce moment pour remercier aussi au CIS, Jean-Benoît, et pour tout le monde qui est ici, pour tous les membres do Projeto Carotte, pour cette opportunité d'être ici à Montréal pour discuter un peu plus de notre projet. Donc, como Karen já déjà expliqué, notre projet ici, il a des buts d'explorer les applications de technologie de l'industrie 4.0 au sein de la chaîne d'approvisionnement, le cas du secteur du café au Brésil. Donc, l'objectif général, c'est de comprendre l'usage de technologies numériques qui sont adoptées pour chaque maillon de la chaîne, leur complémentarité, leurs contributions, aux dimensions environnementales, économiques et sociales de la durabilité. Donc, il y a trois objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est pour essayer d'avoir une cartographie pour comprendre tous les acteurs qui ça fait partie de cette chaîne. Nous regardons toutes les fonctions de la chaîne, comme les producteurs, la transformation, tous les acteurs qui font la transformation, la distribution des produits. Après, nous aimerions comprendre les impacts de chaque type de technologie sur la durabilité et la façon de mesurer la durabilité, nous allons mesurer avec les trois dimensions. Et enfin, nous aimerions avoir comme enfin, proposer um cadre pour comprendre a différente maturité de technologie en utilisant de chaque acteur dans la chaîne. Donc, são trois objectifs de notre projet. Jean-Benoît a déjà dit un peu sur mon CV, mais je m'appelle Luciana et je suis professeur à la Universidade Federal de Ouro Preto. Jean-Benoît prononcé très bien.
Mon département, c'est le département de génie industriel. Je suis la coordenatrice do programa de maîtrise em génie industriel. J'ai été ici de 2019-2020 à Mosaïque. Et après, como professeur invité à Poli 2023-2024. E à ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à participer dans je me suis engagée sur les projets de carottes. Donc, pour ça que nous avons commencé notre relation avec tous les professeurs do projet Carotte. Seulement pour dire un peu sur la problématique et contextualiser notre projet, c'est que nous avons regardé un peu la littérature e nous avons identifié que plusieurs parties des articles se concentrent sur différents types de maillons, principalement sur l'agriculture. La première partie de la chaîne. Il n'y a pas une vision entière, complète une vision globale de la chaîne. Donc, c'est notre première lacune que nous avons identifiée dans la littérature. Le deuxième, c'est vraiment voir une étude qui peut comprendre de façon générale aussi la utilisation de technologies por chaque maillon de la chaîne et les effets sur la durabilité. Donc, avec cette lacune, nous avons pris la décision de développer notre projet. Pour dire un peu sur le contexte brésilien, nous sommes les leaders mondiaux de la production du café. Notre production, c'est environ 31-38% de la production totale mondiale, que c'est environ 52,8 millions de sacs, c'est um donné de 2025. Um outro ponto que c'est très important souligner, c'est que a agricultura familiar no Brasil joue um rôle vraiment central, parce que presque environ 40% da produção devient de cet producteur da agricultura familiar. Pour parler de la méthodologie, nous avons déjà fait comme 9 entretiens avec différents représentants, acteurs de la chaîne. Nous avons déjà observé en loco type de plantation do café pour comprendre comment l'arbre pousse tous les processus dans la ferme. E aussi, nous avons fait des analyses de documents, des vidéos que des entreprises nous ont envoyées pour comprendre un peu plus sur la production e sur les différentes étapes de la distribution do café aussi. Donc ici, c'est seulement un tableau pour donner une notion de toutes ces entreprises que nous avons collecté des informations. Mais avant de parler de la cartographie, c'est intéressant pour montrer les différentes étapes de maturité do café, depuis de la plantation jusqu'à la tasse. Donc, la première photo ici montre les grains, mais c'est comme une cerise, né? Nous pouvons parler que le café, à ce moment, c'est comme un fruit, donc c'est la cerise, qui s'appelle cerise. Dans les arbres de café, il y a différents niveaux de maturité. Donc, il y a des cerises qui sont plus verts, que ce n'est pas le bon moment pour la récolte, mais il y a des grains qui sont plus rouges, plus jaunes, qui sont déjà le moment pour la récolte. Donc, après la récolte, e que c'est aussi intéressant pour souligner, c'est que quando nous parlons d'une récolte manuelle, nous pouvons choisir quel est le bon cerise pour la récolte. Mais si c'est une machine, c'est plus difficile parce que la machine il n'a pas la capacité de choisir, de faire la récolte, de cueillir seulement la bonne cerise. Donc, après cette partie de la récolte, le café, cette cerise doit être sec. Donc, il y a des machines, mais parfois, il peut faire la sèche de façon plus naturelle. Donc, ça dépend de chaque entreprise, chaque producteur. Mais après, que cette troisième photo, après le café sec, il doit enlever la peau. C'est comme la mucilage do café qui transforme sur les grains. Donc, après cette étape, nous devrons enlever la peau pour avoir vraiment les grains do café. E por chaque cerise, il y a comme 2 grains do café. Donc ici, cette photo montre les grains verts do café, que c'est le produit final de l'étape de production du café en si. Donc, pour les autres étapes, c'est la industrialisation. Donc, la première étape, c'est comment faire pour torréfier le café, que est cette photo ici. E après, le café doit être moulu. E après,
pardon. Et après, c'est la infusion du café pour vraiment, pour que nous puissions boire du café. Donc, são toutes les étapes. Pour la commercialisation, nous pouvons commercialiser les cafés de différents niveaux de maturité, aussi de différentes étapes de cette démarche, de cet processus du café. Donc, ici, c'est la cartographie. Nous avons identifié 4 groupes différents de fonctions. Donc, chaque entreprise peut, par exemple, rouler como 1, 2, 3 fonctions différentes. Donc, ça dépend de chaque entreprise. Donc, la première fonction, c'est la production, qui, comme j'ai déjà expliqué, c'est da plantation jusqu'à pour obtenir les grains verts du café. Après, pour la industrialisation, sont des activités pour torréfier, pour moler e por embaler aussi. Quando nous parlons d'étape de embaler, au fond, nous pouvons voir différents types de café, como café en capsule, café instantané, café en grain, café moulu. Donc, são différents types de produits qui sont offerts au marché. E la troisième fonction ici, c'est pour stocker, pour distribuer les produits. La distribution, nous pouvons distribuir pour les marchés domestiques ou marché international. Pour le marché international, la majorité ou la plupart de produits qui sont vendus au marché international sont des cafés verts, c'est les grains vraiment, pas les cafés moulus, des cafés plus processés. E, au fond, la quatrième fonction sont activités de support pour soutenir toutes les autres activités principales. E ici, nous pouvons souligner, par exemple, les acteurs comme les coopératives qui sont reliés à l'agriculture familière, non pour l'agroproduction, des entreprises qui sont grandes, não faisant partie des coopératives, seulement l'agriculture familiale, e aussi pour des entreprises qui font la certification du café. E les entreprises, pour certifier le café aussi, il a tout dans différentes étapes do café. Nous pouvons avoir le café certifié depuis des grains ou après jusqu'au fin de la production. Donc, au fond, nous avons identifié 4 fonctions différentes qui sont représentées dans cette dessin ici. Après, pour identifier toutes les technologies qui sont adoptées por différents représentants de la chaîne, pour chaque maillon. Par exemple, pour la production agricole, nous avons identifié l'utilisation de mécanisations principalement, que sont des tracteurs, des machines pour la plantation, pour la récolte, mais aussi des drones pour aider à épandre des produits chimiques, de fertilisation, a utilização de pesticides. Mais il y a un défi central à ce moment, parce que la machine n'est pas, il n'y a pas de capacité pour, par exemple, comme j'ai déjà expliqué, pour choisir les bons grains pour la récolte, mais aussi manque un peu de technologie plus sophistiquée. Seulement comme une parenthèse, c'est que si nous faisons une comparaison entre la machine qui s'est utilisée dans la plantation de soja, c'est différent de la plantation du café. Dans la plantation de soja, la machine, c'est plus intelligent. Il y a une raison pour ça, mais je ne veux pas approfondir dans ce contexte-là. Mais manque un peu de machines plus intelligentes pour donner un processus plus fiable, plus... Enfin. Après, pour l'étape de post-récolte, après la récolte, la transformation de produits, il y a beaucoup d'automatisation e aussi como le tamis pour classification do grain avec l'usage de inteligência artificielle. Quando nous parlons de tamis, la dernière étape de la production, c'est classifier les grains. Donc, la classification, c'est pour s'assurer la qualité do grain. Então, a ce moment, nous devons identifier si le grain c'est entier, ou s'il est brisé, ou s'il y a qualquer type de point noir sur le grain, parce que ce type de non-qualité, c'est como réduire le prix, la façon de comercialiser le produit dans le marché. Donc, la classification elle est très importante en pensant de la qualité des produits. Donc, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons melhor classifier cette grain. Après, la industrialisation, como
les autres entreprises, c'est comment trouver la automatisation avec la ERP, que c'est le système d'intégrer toute l'entreprise pour faciliter la gestion, des robots, des plateformes numériques. Et enfin, pour la commercialisation, c'est très connu, les codes QR. Ici, j'ai montré un peu l'utilisation des codes QR, par exemple, pour les entreprises ABIC, que c'est une associação brasileira de todos os exportadores do café ao Brasil, que ele utiliza de diferentes tipos de stamp, como? De stamp, Des tampons, de label, oui, label, comme label, pour identifier quel type de qualité que chaque type de produit il y a différents types de, comme dire des mots que j'ai oublié, label, oui. Donc, c'est ça, la notion un peu de technologie que nous avons trouvée, qui sont utilisées pour chaque maillon de la chaîne. Après, pour comprendre un peu, que nous sommes en train de discutir sur ça, pour identifier vraiment quelles sont les technologies transversales. Donc, il y a des technologies, principalement pour les grandes entreprises, comme l'automatisation, l'utilisation de IoT, des plateformes numériques, des clouds, que são vraiment des technologies utilisées partout dans la chaîne, qui aident, qui soutiennent toutes les différentes fonctions. Mais quando nous regardons des petites entreprises, toute la gestion, c'est encore en papier. E parfois, il y a des tableaux Excel, mais principalement quando nous parlons des producteurs, mas pas pour les transformations, pour traitement, pour industrialização do café, não. Mais seulement pour les producteurs, quando são de petites entreprises, são vraiment une gestion de papier, avec l'aide de papier. Pour comprendre un peu sur les impacts de tecnologia sur la durabilité, então, par exemple, la mécanisation et automatisation, pour les aspects économiques, vraiment sont des technologies qui aident pour augmenter la productivité, pour réduire les coûts, pardon. Pour les aspects sociaux, c'est réduire du travail manuel, parce que les travailleurs dans le domaine de la production du café, c'est vraiment une condition pas vraiment favorable, parce que parfois les travailleurs doivent être à l'extérieur avec beaucoup de soleil, de la pluie, donc il doit traiter avec cette condition-là, et avec l'usage de ce type de technologie pour aider les aspects sociaux de l'entreprise. Avec la IoT, nous avons trouvé une grande entreprise qui fait la plantation aussi, mais ça a été une application mobile très intéressante qui c'est une façon d'aider les travailleurs contrôler et gérer son propre travail. Quand nous parlons de travailleurs dans la plantation, la loi, les aspects de règlement, c'est un peu différent des travailleurs, par exemple, dans l'industrie. Donc, quando o trabalhador pode gerir seu próprio trabalho, c'est intéressant dans ce contexte-là. A utilização, por exemplo, de drone, que il y a un appel très fort pour les aspects environnementaux, parce que avec la pulvérisação localisée, nous pouvons réduire un peu la contamination du sol, des choses comme ça. Pour os aspectos de trabalhador aussi, pour réduire la manipulação de produits chimiques. Donc, são un peu des insights que nous avons donnés pour les impacts de la technologie sur la durabilité. E assim, como nous parlons, par exemple, des plateformes numériques, il y a toda uma relação social aussi qui facilite pour toutes les entreprises. Enfin, pour la discussion, nous avons identifié qualquer type de point qui affecte la façon como as entreprises vão adopter a tecnologia. Então, par exemple, quando nous parlons les tailles des entreprises, c'est normal de dire que de grosses entreprises são plus favoráveis, il y a une infrastructure plus favorable pour l'adoption de tecnologia. Mais pour les aspects de géographie, principalement en parlant de producteurs, au Brasil, il y a deux types différents do café, de produteurs do café. Il y a des producteurs, par exemple, qui travaillent sur la montagne.
de production sur la montagne, mais il y a aussi des producteurs sur les terrains plats. E quando parlons da utilização, por exemplo, de um tractor dans une région de montagne, c'est vraiment difficile parce qu'il y a o risque d'accident et des choses comme ça. Donc, c'est difficile d'avoir une technologie pour ce type de géographie. Donc, pour ça, la majorité des producteurs utilisent comme la production pour manuel. Mais dans les terrains plans, qu'il y a aussi grande partie do Brasil qu'il y a da produção sur les terrains plans, como o sul de Minas Gerais, o sul de Bahia, que são de do Provence, très importante dans la production do café. Ils vont utiliser des machines qui sont plus sophistiquées. Donc, la géographie, principalement en parlant des producteurs de la plantation, la géographie, c'est un point, un facteur qui affecte beaucoup l'adoption de la technologie. Et aussi pour les exigences de certification, si, par exemple, le café vise un marché international, il y a beaucoup d'exigences. Donc, tous les producteurs dans la chaîne, de différentes entreprises qui sont dans cette chaîne, ils doivent avoir des technologies pour faciliter la transparence, la traçabilité, pour intégrer toutes les informations. Enfin, donc, l'usage de la technologie dans ce type de café qui vise les marchés internationaux, donc é très important aussi l'utilisation. Donc, são trois types, trois points que nous avons identifiés jusqu'à ce moment qui affectent le niveau d'adoption. Quand nous parlons de la maturité technologique, il y a différents niveaux de maturité aussi pour l'usage de technologie. Par exemple, pour la production, pour les producteurs, pour la plantation, nous pouvons parler qu'il y a beaucoup de mécanisation plus que des autres types de technologies. Donc, la mécanisation, c'est plus concentré. Mais quand nous parlons des entreprises qui font la pós-récolte, pour la industrialisation, pour la distribution, il y a des autres types de technologies qui sont reliées à l'industrie 4.0, como a utilização de IoT, de IA e des autres, o QR Code, né? O QR. E o outro ponto que nous avons réfléchi aussi, c'est la question de complémentarité technologique il y a des technologies qui sont plus utilisées por chaque acteur, pour développer la performance de chaque acteur de façon individuelle. Então, por exemplo, quando falamos da utilização da machine, ou um IoT, a inteligência artificial dando um TABI, são especificamente pour améliorer la performance de chaque acteur. Mais parfois aussi, il y a des technologies qui aident la communication entre différents acteurs. Par exemple, quand nous parlons d'un code QR, c'est une façon de communiquer les consommateurs avec toute la chaîne. Parce qu'avec un code QR, les consommateurs peuvent voir, par exemple, quel est le lieu que le grain a été produit. Nous pouvons comprendre, par exemple, toutes les entrantes qui sont utilisées pendant la production, toute la façon de produire ces produits-là. Donc, c'est une façon de communiquer, de faciliter l'intégration des consommateurs avec toute la chaîne. Enfin, nous aimerions comprendre, c'est une question que nous sommes en train de discuter, de réfléchir, mais c'est pour comprendre si vraiment les différents types de technologies ils sont utilisés de façon plus intégrée ou sont de façon fragmentée. Par exemple, a utilização do blockchain. Vraiment, les entreprises ont la capacité d'adopter la blockchain ou non? Parce que quand nous parlons de blockchain, il doit avoir une interopérabilité entre des technologies, entre différents acteurs qui représentent les maillons de la chaîne, pour vraiment avoir une adoption de façon générale pour tous les acteurs de la chaîne. Donc, nous devons comprendre se l'usage de technologie c'est façon intégrée, c'est fragmenté, ou à chaque jour, né, toutes les entreprises dans la chaîne pouvoir améliorer la performance, la communication e avoir une qualité melhor de produit au fin de la production du café. Donc, c'est ça, né, notre apresentação.
et je suis ouverte pour tous les commentaires, pour réfléchir, pour discuter aussi ensemble dans notre groupe de recherche. E merci à tout le monde. Merci.